c'est le but du moment de café. Bien, écoutez, merci d'avoir fait un pas vers nous ce matin au musée Mayol, tôt ce matin quand même, hein, pour nous retrouver dans cette atmosphère intime du musée. Je pense que tout le monde apprécie le cadre du musée Mayol. Un petit déjeuner intime à 30 amis, c'est parfait. Merci donc à nos amis du musée de nous recevoir ici. On va y aller directement. Voilà, d'après Jean-Pierre Changeux, qui est spécialiste en neurosciences, l'art est bon pour le cerveau, pour sa plasticité, son agilité, pour son développement harmonieux. Aussi, ce matin, nous allons parler d'intégrité, d'engagement, d'innovation et de beauté. Bref, tout ce qui intervient dans le cerveau des artistes, sur le chemin de la création, sur le chemin de la pensée à l'œuvre, là où il n'y a absolument aucun compromis. Alors, comment cela nous inspire ? En quoi l'innovation repose-t-elle sur un nouveau regard, un changement de lunettes ? Attends, je le fais. Voilà, comment l'art et la culture impactent la culture, bien sûr, de l'entreprise et déterminent aussi son destin. Quels bénéfices en tirer ? Ça fait beaucoup de choses. Hein. Comment l'art est, selon notre conviction, un puissant levier de performance. Comment les valeurs immatérielles sont un actif de l'entreprise, une source de création de valeur, de notoriété, de croissance. Ça fait quand même pas mal de choses à dire. On va tout mettre dans la chaussure, on va essayer. Voilà. Donc avant d'essayer de faire vivre ce qui est à l'origine la fonction du musée, la mission du musée, bien sûr le musée expose des œuvres, mais c'est au départ l'espace de la circulation des idées. Donc ça nous anime beaucoup de ressusciter ensemble cette mission du musée et d'installer ensemble un dialogue, ce que nous appelons un dialogue, donc étymologiquement dialogos, c'est-à-dire partager sur l'essentiel ensemble en essayant de trouver un récit commun. Voilà, donc avant de dialoguer, je vais donner la parole à Sébastien. Merci de nous accueillir, Sébastien. Oui. Juste un mot au nom du musée, justement, pour vous accueillir et vous remercier d'être assez nombreux ce matin. Ah oui. Le musée Mayol, vous le connaissez peut-être, puisqu'il a réouvert il y a tout juste un an au public, après une grosse période de travaux, de réaménagement. C'est aujourd'hui un musée dédié à l'art moderne et à l'art contemporain. On a réouvert il y a un an avec une exposition sur Ben. Vous avez pu découvrir en début d'année une exposition sur la collection Rosenberg. Cette exposition sur le pop art qui nous vient en direct de New York. Et l'année prochaine, deux beaux sujets, un sur Léonard Fujita et un autre sur Giacometti. Donc on essaye d'être dans une dimension aussi très internationale. Derrière le musée Mayol il y a la fondation Dina Verny, bien entendu, qui est propriétaire du site depuis de nombreuses années. Et il y a Culture Espace, qui est l'opérateur qui gère le site au nom de la fondation Dina Verny. Alors, Culture Espace, c'est un opérateur un peu particulier, puisqu'on gère un réseau de sites à travers la France. Sur Paris, vous connaissez le musée Jacques-Marandré. On ouvre un centre d'art numérique l'année prochaine, donc des projets assez éclectiques. Et on s'est retrouvé avec Tania sur ces valeurs-là d'ouverture, je dirais, du monde de la culture au milieu de l'entreprise, parce que c'est des choses qui nous semblent importantes, qui nous semblent porteuses justement pour chacun de nos projets. Au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment des relations à multiples niveaux qu'on essaie de tisser avec chacun de nos partenaires. Voilà, c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir ce matin, ravis d'accueillir l'événement de Tania et surtout sur cette exposition-là qui vous parlera particulièrement, je pense, sur laquelle d'ailleurs nous avons un partenaire qui est Natixis et qui a partagé, je pense, les valeurs, les thématiques de cette exposition. Voilà, c'est pour citer que. On peut citer aussi notre ami du Crédit du Nord, Eric Claude, qui est présent ce matin et avec qui nous travaillons beaucoup sur d'autres de nos sites. Donc voilà, on a beaucoup de relations comme ça qui méritent de s'amplifier. Je laisse la parole à Tania et surtout à Marc.
Il y aura plus de choses intéressantes à dire. Oui, mais merci, parce que tu évoques implicitement la question du mécénat culturel, qui est un des éléments forts de la stratégie culturelle de l'entreprise. C'est ce sur quoi on va essayer d'échanger ce matin. Donc, dans une logique d'ingénierie culturelle, qui est le métier désormais, ou la raison d'être désormais de Sainte-Éloire, c'est de mettre ensemble toutes les actions, de coordonner toutes les actions qui vont, par la culture et l'art, impacter la culture et le développement de l'entreprise. Donc, Marc, toi qui as accompagné les grandes entreprises à l'international et qui a vécu en Inde pendant 25 ans, ça ne me rajeunit pas. Voilà. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur les nouveaux enjeux de l'entreprise ? C'est un regard, c'est un regard distancié, c'est en même temps, j'essaierai d'être modeste, humble sur le sujet, mais je vois 3 grands défis aujourd'hui pour nos entreprises et nos organisations. Le premier défi que je vois, c'est le changement de paradigme de ce monde, avec le transhumanisme, l'homme augmenté, la révolution numérique. On voit bien que toutes nos organisations sont très, interpellées sur ces sujets-là. Et ce changement de paradigme me paraît un des premiers, peut-être le plus grand défi. Ça signifie quoi ? Ça signifie, pour moi, qu'il va falloir identifier les paradigmes de demain, qui vont façonner la société de demain. Aujourd'hui, on vit encore, on est à cheval sur les paradigmes d'hier. Ceux d'aujourd'hui sont un peu flous, un peu instables. Et puis, il y en a qui viennent, on ne les connaît pas, mais il va falloir les identifier parce qu'ils vont définir notre performance, notre légitimité sur le marché. Et ce changement de paradigme, ça c'est un travail, je dirais, d'introspection quelque part. Les entreprises doivent aller à la recherche de ces nouveaux paradigmes. Ça c'est le premier défi. Le deuxième défi, nous sommes dans une profusion, une inflation d'informations. Et on est, je crois, il y a la question du sens se pose à tout le monde. Et peut-être le deuxième défi que je verrais, c'est la gestion de l'incertitude. La gestion de l'incertitude, parce que demain est incertain, demain est inattendu. Une chose est certaine, c'est que la surprise est promise. On ne sait pas quelle sera cette surprise, mais la surprise est promise. Le troisième défi est un défi... Enfin, je le mets... Il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je dis, mais le troisième défi va être de trouver les éléments qui font l'engagement et l'innovation des collaborateurs, des contributeurs. Quand on a, comme Tania vous le disait, j'ai vécu pendant quelques années en Inde, enfin un quart de siècle à peu près. J'étais dans une société qui est très différente de la nôtre, où la part du sensible dans la prise de décision est très très importante. Nous vivons dans un monde très, je dirais, très intelligible, avec nos algorithmes, nos pourcentages, nos statistiques, le mesurable. Et ce qui m'a surpris en Inde, j'ai mis du temps à le découvrir, c'est cette partie cachée, la part du sensible, la part de l'émotion dans la prise de décision stratégique. Et ce que nous avons noté, c'est qu'en fait, ce qui fait la performance d'une personne, on a trouvé 4 critères. Le premier, c'est la fierté. La fierté de faire, la fierté d'être, la fierté du produit que nous proposons, la fierté de travailler avec la boîte avec laquelle on travaille, la fierté des gens, d'être avec les gens avec qui on fonctionne. Et c'est véritablement un critère moteur dans la performance. Le deuxième, et ça je l'ai découvert en Inde, je le connaissais un petit peu aussi en Europe, mais c'est le fun, le plaisir. Quand on arrive à allier la fierté et le plaisir, on est gagnant. Et puis, 2 autres critères,
qui nous ont paru très importants, enfin en tout cas qui ressortaient des études, c'est learn, c'est apprendre. Les gens aiment apprendre, aiment se développer, avoir le sentiment d'avancer, le sentiment de progresser, le sentiment de grandir. On est tous quelque part, consciemment ou inconsciemment, dans cette dynamique, si je puis dire. Et le quatrième critère, tout le monde l'aura deviné, c'est earn, c'est gagner. Donc, si dans nos modèles de développement organisationnel, on arrive à introduire ou à développer ces 4 critères, fierté, plaisir, apprendre et gagner, on est gagnant. Alors facile à dire, mais pas si facile à faire, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, tu devais, on parle de, effectivement, fierté, earn, learn, pride, enfin tout ce que tu viens d'évoquer. Oui. Qu'est-ce que comment ça rencontre la question des flux? Sur quelle base scientifique propose ce raisonnement-là? C'est-à-dire, là je vais vous demander peut-être 5 minutes d'attention sur un sujet un petit peu technique, un petit peu scientifique, mais il est... quand on met en place des modèles de développement organisationnel, il faut comprendre véritablement quels sont les mécanismes de développement d'une organisation. Quand on étudie une organisation, en fait, un système auto-organisé, au fait, j'ai un scoop pour vous, nous sommes tous des systèmes auto-organisés. Hein. On a une trentaine là, de systèmes auto-organisés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en plus, on est entouré de 7 milliards de systèmes auto-organisés. C'est grosso modo qui veulent être autodéterminés. Un système auto-organisé fonctionne s'il est véritablement autodéterminé. Parce que si je suis organisé, mais personnellement, mais que j'ai des contraintes, des pressions de l'extérieur, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et quand on étudie les systèmes auto-organisés, on voit 2 grands flux qui, à l'intérieur, ont plein de petits flux. Mais le premier grand flux, c'est le flux alpha, et le deuxième grand flux, c'est le flux bêta. Chez les artistes, on est véritablement dans l'alpha, c'est la pensée, et le bêta, c'est la mise en œuvre. Alors quand on observe ces 2 flux, il y a d'un côté les opérateurs, alpha, avec leurs pensées, leurs émotions, leurs envies, leurs désirs, leurs peurs, leurs résistances, enfin. Et puis il y a le flux bêta qui est la mise en œuvre des pensées. Nous allons visiter cette collection, cette exposition pop art. On va voir véritablement la rencontre de l'intelligible et du sensible. Et là, c'est le fun. Enfin, pour moi en tout cas. Parce que quand on arrive à cette rencontre, quand on arrive à cet équilibre entre les flux alpha et les flux bêta, on arrive à un niveau que l'on appelle, nous, dans notre jargon, un niveau de maturité culturelle. Et c'est ça qui va déterminer la performance. Bien. Alors, bien, hein, c'est drôlement bien. Hein. Les flux qui s'harmonisent, l'harmonisation des flux. On a évoqué donc un outil oui. dont nous avons parlé avec les navigateurs, avec... bravo, voilà, tu fais le geste. L'outil du gouvernail esthétique. Ça nous permet effectivement d'évoquer d'une part la nécessité donc, de direction, gouvernail, et puis ce qu'est vraiment l'esthétique, parce que c'est aussi ce qui nous relie aux artistes et à l'art. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Gouvernail, c'est par définition intelligible et esthétique, sensible. Les Grecs voyaient chaque action accomplie comme une pièce une médaille à 2 faces. D'un côté de la médaille, les noétas, ce qui étaient les objets de la logique, donc de l'intelligible. Et puis l'autre face de la médaille, c'était les aesthetas, ce qui est du domaine du sensible. Et l'idée, c'est d'arriver à, comme je le disais tout à l'heure, à faire se rencontrer et équilibrer. Il ne s'agit pas de privilégier l'intelligible sur le sensible ou vice-versa, il s'agit de trouver un élément d'équilibre. Il y a un processus dans chaque système auto-organisé, c'est-à-dire en moi, en vous, tout le monde autour, mais aussi dans nos organisations, dans les entreprises, il y a un processus d'harmonisation des flux. Il y a un monsieur dans les années 40 qui a fait un travail magnifique qui s'appelle Mandelbrot, d'ailleurs il a un site encore au Canada. Mandelbrot, c'est le papa des fractales.
Et en faisant des recherches sur la théorie du chaos, en mettant une équation avec des itérations aléatoires dans un ordinateur qui était à peu près gros comme la pièce et qui avait à peu près 1/100e ou 1/1000e de la puissance de nos smartphones d'aujourd'hui, ils ont mis cette équation, ces itérations aléatoires, ils ont regardé la machine tourner pendant 2-3 semaines, je ne sais pas, et chaque itération apparaissait sur le petit écran comme un petit point comme ça, et on ne savait jamais où le point allait arriver, ni quand il allait arriver. C'était totalement chaotique. Et puis au bout de quelques semaines, un matin en rentrant dans le labo, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. À la place de tous ces points chaotiques, il y avait une merveilleuse image, une sorte d'oiseau à 3 ailes, ou de... C'est pas mal un oiseau à 3 ailes, je ne sais pas, c'est peut-être un... Hein, pop art. C'est pop art. Ou une fleur à 3 pétales. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'au cœur du chaos, ils se sont rendus compte qu'il y avait un ordre inhérent, et ils ont appelé ça l'étrange attracteur. Donc dans tout système auto-organisé, il y a un étrange attracteur. On va dire que c'est un attracteur personnel, mais c'est un attracteur aussi pour une organisation. L'attracteur, la définition, c'est un point fixe d'équilibre dynamique. Alors attendez, hein, vous me suivez, c'est bon, hein. Un point fixe d'équilibre dynamique auquel se réfèrent tous les composants du système et que ces mêmes composants vont tenter d'imiter. C'est là peut-être le cœur même du réacteur, si je puis dire. Et alors, quand on a mis en place des modèles, des nouveaux modèles de développement organisationnel, qui soient plastiques, qui soient agiles, il nous a fallu identifier cet attracteur. Et nous, on l'a appelé, merci Tania, le gouvernail esthétique. Alors pourquoi esthétique? Parce que effectivement, on se rapporte à la définition des Grecs de l'esthétique, les Grecs anciens, qui a un principe d'harmonisation, c'est-à-dire l'harmonisation des différentes parties envers un tout. C'est ça l'esthétique pour les Grecs. Et donc on voit bien que ce gouvernail esthétique, c'est aussi un gouvernail de sens. Et au cœur des systèmes dont tu parles, et là le lien avec les artistes est intéressant, d'après ce que j'ai entendu, hein, si j'ai compris ce que tu as dit depuis tout ce temps où on travaille ensemble, c'est qu'au cœur de ce système, il y a toujours, dans cette recherche d'harmonie, la beauté est au centre. La beauté est au cœur du système. Moi, je vais me lever pour parler de la beauté. Je peux pas. Alors, oui. Elle est belle. Donc oui, la beauté, donc comme principe, comme système qui est au cœur des systèmes. On va parler de la beauté peut-être tout à l'heure, mais comment ce gouvernail, sur quoi il repose, comment il prend sa direction en fait. Hein. Ce gouvernail esthétique, comment il se met en action. Voilà, comment il se met en action. Ce gouvernail esthétique, cet attracteur, en fait, et je le répète, est un processus permanent d'harmonisation des flux. Et c'est en fait ce que l'on recherche dans nos entreprises, essayer d'harmoniser les flux, comme un musicien va essayer d'harmoniser les notes. Nous, il nous faut harmoniser les flux, et on sait bien que les flux marketing ne sont pas les flux RH ou les flux financiers. Enfin, il y a plein de flux qu'il nous faut harmoniser. Et quand on va à la recherche, quand on cherche à identifier ce gouvernail esthétique, on le trouve à la confluence de 3 autres flux. Ça nous concerne nous individuellement et nos organisations aussi. Le premier flux, c'est la raison d'être. C'est la mission, c'est-à-dire pourquoi sommes-nous là? C'est une bonne question, vous voyez, par exemple. Si je vous pose la question, à quoi sert ce lustre, à quoi sert ce mur, à quoi sert cette moquette, ou ces lunettes, ou cette assiette, enfin, on peut comme ça tourner et on va dire, finalement, oui, tout a une raison d'être ici-bas. Tout le monde est d'accord en général là-dessus. Et la question qui vient, c'est, bon alors si tout a une raison d'être ici-bas, la vôtre c'est quoi? Et on s'est rarement posé cette question de ma raison d'être. Et là, on va parler d'ingénierie culturelle, mais on va voir que c'est un travail qui est du sol au plafond, c'est-à-dire de l'individu au groupe et enfin au collectif. Il va nous falloir
déterminer véritablement la raison d'être profonde de notre présence ici. Donc le premier flux, c'est la raison d'être. Le deuxième flux, et vous allez voir, hein, je ne parle que de choses extrêmement simples, parce que tout le monde sait dans une entreprise, mission, valeur, vision. Là, je sens que si j'insiste, vous allez vous endormir. Mais en fait, c'est très important quand on parle de valeur, on va parler, nous, de valeur de cap, c'est-à-dire des ressources dont nous sommes équipés pour tracer la route. Alors ces valeurs de cap, elles peuvent être morales, elles peuvent être éthiques, mais elles peuvent être économiques, elles peuvent être dynamiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être juridiques, enfin, il y a toutes sortes de valeurs, et il faut que dans ce processus d'identification du gouvernail esthétique, que nous ayons des valeurs de cap qui soient là pour soutenir cette raison d'être. Et puis, le troisième flux, qui converge vers ce qu'on appelle donc ce gouvernail esthétique, c'est l'idéal, c'est le rêve, c'est la destination. C'est-à-dire, on a une raison d'être, nous avons des valeurs de cap, mais pour aller où et pour faire quoi? Quel est le sens de tout ça? Et quand on a travaillé sur ces sujets-là, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit d'alpha dans nos organisations. Grosso modo, et puis je suis très content de le dire ici, un déficit de beau et un déficit d'humain pour que l'organisation fonctionne à plein. Et donc, on a mis en place des programmes qu'on a appelés de programmes Alpha Leadership, c'est-à-dire chaque leader doit devenir un leader alpha, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise du sensible et qui comprend le sensible. Vous avez une tendance actuellement aux États-Unis, on a les alpha leaders, vous avez certainement entendu parler de cela. On les décrit comme des gens capables de gérer 5 paramètres à la fois, vite, réactifs, etc., etc., etc. Il y a un tableau de compétences qui est assez intéressant. Pour moi, il lui manque une chose, c'est la capacité à gérer le sensible. C'est la capacité à sentir l'autre, la capacité d'empathie, la capacité, je dirais, à saisir les éléments de notre environnement. Donc, en fait, le gouvernail esthétique, c'est un outil de gouvernance et très très simple. Raison d'être, valeur de cap, vision. Facile à dire parce que la difficulté que l'on a, c'est d'aligner et de mettre en cohérence ces 3 éléments. Ça, c'est la chose la plus difficile. Parce qu'avoir une raison d'être... Moi, je me souviens d'une boîte en Inde, ils m'avaient sorti leur valeur de cap, c'était trust, confiance. Et quand on a regardé leur mode et leur modèle organisationnel, tout était basé sur mistrust. Il y a un problème. Donc, il va falloir aligner ces valeurs avec cette raison d'être. Il est là le gouvernail esthétique. C'est un processus d'alignement, c'est un processus d'harmonisation. Et ce que je voudrais dire, et je voudrais le répéter, c'est que nous sommes tous, les uns et les autres, à chaque instant de notre vie, en recherche d'harmonisation. En recherche d'harmonisation des flux pour arriver à cet état d'équilibre. Et on appelle ça le bien-être. Oui, l'harmonisation, c'est tout à fait la démarche des artistes. On parlait d'alignement entre la pensée et l'œuvre. Il n'y a pas de compromis sur le chemin de la création. On aime ou on n'aime pas, ce que va être le résultat d'une œuvre, mais c'est une ligne droite. Et moi, j'aime bien revenir aussi à la beauté, parce que la beauté a aussi joué son rôle dans les réalisations pour les entreprises. Tu peux nous donner l'exemple de Dassault, qui est quand même extrêmement intéressant. Marcel Dassault, paix à son âme, quand les ingénieurs arrivaient dans son bureau avec un nouveau modèle de jet fighter, alors à l'époque ils arrivaient avec des grands cartons, avec des plans à l'ammoniac, ça sentait très mauvais, et c'était très très compliqué. Et avant qu'ils ouvrent leur grand carton, Marcel Dassault derrière leur bureau disait « Attendez, est-il beau cet avion ?» Alors si par chance un ingénieur disait « Oui monsieur, il est beau », alors Marcel disait « Alors il volera ». Et là vous avez une merveilleuse rencontre de l'intelligible et du sensible. Oui. Et donc on a aussi l'actualité nous permet de visualiser cette rencontre
de l'intelligible et du sensible. Lorsqu'on parle de beauté, on sait que les artistes questionnent la beauté en permanence. Ils l'ont fait, ils sont soit témoins de leur temps, soit ils prophétisent, ils ont la capacité de prophétiser aussi l'avenir. Mais on a une très très belle réalisation, notamment, je reste dans l'actualité à travers, pardon pour Culture Espace, mais le très beau musée du Louvre d'Abu Dhabi, qui est cet exemple extraordinaire d'hymne vraiment à la beauté. Regardez Beaux-Arts Magazine, encore un titre sur la beauté. Et je me réfère aussi un petit peu au discours d'ouverture qui personnellement m'a beaucoup touchée, avec une citation de L'idiot de Dostoïevski qui disait la beauté sauvera le monde. Et puis Jean Nouvel, qui est quand même le maître d'œuvre, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, de faire quelquefois intervenir sur nos événements gages, qui est quand même l'architecte du temple, de ce temple de la beauté, dit que son travail est un exercice qui se situe à la limite entre la réalité et l'utopie. Donc les architectes sont toujours dans cette recherche d'équilibre, donc pour produire des œuvres qui vont traverser le temps. Donc on évoque l'équilibre, on évoque la beauté, la nécessité d'harmonie. Quel lien, quel rapport avec la performance, Marc, dans les entreprises et l'innovation? C'est quoi la performance? D'abord, je pense que la performance d'une entreprise, et puis là, elle est liée en fait à sa légitimité. C'est-à-dire, si une entreprise n'a pas sa légitimité marché, ou si elle décline cette légitimité, son chiffre d'affaires va décliner aussi. Quand on voit le problème de l'emploi aujourd'hui en France et ailleurs, en fait, c'est des millions de gens qui n'ont plus de légitimité sur le marché. Leurs compétences ne sont plus en rapport avec les nécessités du moment, du marché. Et pour moi, la performance est intimement liée à la légitimité. Aujourd'hui, je sais pas, on pourrait faire des sabots, c'est joli, mais c'est pas légitime, quoi. On fait des chaussures. Donc, c'est pareil, les bougies c'est joli, mais bon, c'est moins légitime que les ampoules. Donc, il y a une nécessité. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on garde toujours la même raison d'être, mais avec des moyens différents. Vous voyez, passer de la bougie au laser, c'est à peu près la même fonction, mais pas la même puissance. Et un aspect que je voudrais peut-être rappeler, enfin en tout cas moi j'essaye de me le rappeler tous les matins, c'est que j'essaye tous les matins, consciemment ou inconsciemment, je veux dire « Oh, quelle belle journée !» C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, entre parenthèses, une belle journée. On est toujours dans cette recherche de beauté. Alors les scientifiques vont dire « harmonisation des flux », les artistes vont dire « beauté ». Mais le lien entre la performance et la beauté... L'innovation, qu'est-ce que c'est l'innovation l'innovation, c'est de faire rentrer des informations qui n'étaient pas là avant et qui vont reconfigurer complètement nos mémoires. Il y a d'informations qui arrivent et toutes nos mémoires vont être bousculées. Et c'est dans cela que c'est intéressant. L'art joue un rôle absolument majeur. C'est que l'art brasse les imaginaires. Il nous apporte des informations qu'on n'imaginait pas. On était dans l'inattendu, on était dans l'inimaginable quelque part. On va voir cette exposition pop art et on va voir à quel point ça brasse les imaginaires. Et ça correspond aussi à une période, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure du changement de paradigme, vous voyez par exemple après la guerre de 14, la Première Guerre mondiale, les changements de paradigme ont été tels qu'on a vu la naissance du dadaïsme, du surréalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale et toutes les privations et tout ça, est né le pop art dans les années 50. En général, l'art est témoin de ce changement de paradigme. Donc on a, à mon avis, intérêt à regarder toute la production artistique, tout ce qui se fait, parce que ça préfigure, ça anticipe sur ce que le futur sera. Et... oui, et puis ça nous offre un moment de sortie.
le contact avec une œuvre d'art, avec un spectacle de danse, avec un morceau de musique, c'est un moment de sortie du quotidien, de nos habitudes. C'est un moment de reconnexion à soi. C'est un moment où nous relions à notre capacité d'intuition aussi. L'intuition, c'est aussi le terrain de l'innovation. C'est un des terrains de l'innovation aussi. Oui, ça serait peut-être une bonne idée de convoquer l'art dans les CODIR, peut-être, au niveau... ça détend, ça relaxe. Pour trouver ce gouvernail et identifier ce gouvernail de sens et ce gouvernail esthétique. On a parlé de Jean-Pierre Changeux, l'art est bon pour le cerveau. Il y a une démarche exploratoire entre les scientifiques et les artistes dont les entreprises peuvent s'emparer aussi. Oui, l'ingénierie culturelle, c'est aussi ce qui permet de mettre en place les situations. Alors, bien sûr, il y a dans le CODIR, mais aussi dans l'entreprise, avec des événements internes, des événements au public externe, de donner les moyens d'avoir une véritable fertilisation croisée entre l'art et les artistes, les musiciens et l'entreprise, pour qu'il y ait cette ouverture, ce regard à nouveau qui va inspirer l'entreprise à se réinventer. On parle d'agilité. L'entreprise, je pense que le contact avec les artistes nous donne aussi ces moyens de l'agilité, cette capacité de se réinventer. Et puis quand on est en contact avec la beauté, on est aussi dans un élan, un désir de partage, un désir de dire à l'autre c'est beau. Moi je dis ça tous les matins, on se moque de moi parce que je dis c'est beau. Non, tu dis pas ça comme ça, tu dis c'est beau. Et ça, dans cet élan-là, il y a un désir de partage, il y a un désir de se reconnecter à l'autre, et il y a bien sûr ce désir d'harmonie, mais il y a aussi dans ce c'est beau un moment d'humanité. Voilà, et ça, comme tu l'as dit, on en a besoin dans nos organisations. Du beau et de l'humain. Voilà, alors c'est vrai qu'on a parlé, tout à l'heure du discours d'Abu Dhabi. Je suis désolée, moi ça m'avait beaucoup marqué, et j'avais beaucoup aimé la fin qui disait « Nous n'avons rien de plus urgent en réalité, ni de plus important à faire que de promouvoir la culture, l'éducation, la beauté et ce qui nous semble exprimer le plus haut degré de l'humanité ». Alors, est-ce que c'est pas un peu notre boulot à tous de faire se rencontrer donc ces mondes? C'est ce qu'on va voir avec donc François qui est là, c'est notre historien d'art. Voilà, et avec lequel on porte des lunettes régulièrement différentes sur l'art. Marc et François ont l'habitude de poser un regard croisé sur les œuvres, sur une exposition. C'est ce qu'on va essayer de vivre ensemble à Pop Art, à moins que tu aies... J'ai juste une petite chose. On a parlé d'innovation. Je voudrais simplement, pour conclure sur ce sujet, l'innovation en soi, on ne peut pas la considérer indépendamment d'un certain nombre de choses. Je dirais pour moi l'innovation, c'est un peu dans un McDo, c'est le milieu, mais c'est un sandwich entre deux choses. Il n'y a pas d'innovation sans rénovation. Et la grande difficulté que nous avons dans nos organisations, c'est de se libérer du connu, se libérer de nos zones de confort et être capable de nettoyer, de rénover. Je ne sais pas, si je rentre dans un appartement, je commence par refaire les peintures avant de mettre mes meubles, c'est un minimum. Eh bien, dans nos organisations, il va nous falloir mettre en place des moyens de rénovation. Donc, dans le McDo, vous avez la rénovation en haut, l'innovation au milieu, et en dessous, l'autre partie du sandwich, c'est la différenciation. Ce qui va faire la performance d'une entreprise demain, c'est sa singularité. Et c'est sa différence. Et donc, on ne peut pas déconnecter, à mon avis, la notion d'innovation de la notion de rénovation en amont et de différenciation en aval. Et quand on parle de rénovation, on parle de nettoyage quelque part. On est tous à la recherche de cette espèce d'état harmonieux, parfait, équilibré. Je me souviens d'une chose à ce sujet-là, c'était Michel-Ange. Vous savez, Michel-Ange qui a fait cette grande statue, le David de Michel-Ange qu'on peut trouver à Florence.
Ça a été commandé par une famille royale, la famille royale, et donc il a été chercher le marbre dans les carrières de Carrare. Il a fallu, vous savez, il fait 5 mètres de haut, enfin c'est très lourd. Il a fallu déjà 3 mois pour trouver le bloc de marbre sans faille, sans fissure, sans rien. Il a emmené ça dans son atelier, et puis il a commencé à travailler, et 3 ans plus tard, l'œuvre était prête. Et quand la famille royale a réceptionné cette œuvre, une des dames, une des courtisanes, dit: Maître, mais ce que vous avez fait, c'est la perfection, c'est magique, c'est du génie. Et Michel-Ange, dans sa modestie habituelle, a dit: vous savez, madame, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, je n'ai fait qu'enlever la pierre qui était en trop, et la perfection m'attendait à l'intérieur. Donc vous voyez le travail qu'on a à faire, c'est un travail de nettoyage. La perfection est là, on a juste une chose, c'est enlever ce qui est inutile. Merci.